Docteur Malende Ordina, médecin depuis 2018. Cette structure est née depuis que j'étais médecin stagiaire. À chaque fois que je recevais des femmes, j'avais fait un constat. J'avais compris que le niveau de connaissance des femmes était un peu faible. Et cela me dérangeait. C'est la femme qui vient en consultation avec l'enfant. Quand tu essayes de fouiller dans l'anamnèse pour comprendre l'histoire de la maladie, comment ça a commencé, qu'est-ce que vous avez donné comme produit à la maison, très souvent, le maman donne des produits surdosés. Maman est dans qui boye, la personne qui est tétra, la personne qui est métronidazole, la personne qui est Sifin. Au même moment, vous donnez 3 antibiotiques et cela commence à m'inquiéter. Quel est le devenir de rein de ces enfants? Il y a des médecins dans cette salle. Nous connaissons que les antibiotiques sont néphrotoxiques. Auparavant, la maladie rénale était considérée comme une maladie de luxe. Aujourd'hui, je dirais que la maladie rénale va solder en gros. Tout ça, c'est parce que la femme n'était pas bien informée. C'est comme ça que j'avais eu l'idée de sensibiliser les femmes. Mais comment arriver? Parce que les femmes que je recevais dans le box des consultations, ça ne suffisait pas pour les sensibiliser. C'est comme ça que nous avons eu à créer le groupe Femmes et Santé. Faire des exposés sur les maladies liées à la femme. Comme ça, la femme va reconnaître les signes de maladie et facilement, elle peut consulter. Selon les statistiques, 80% de malades ne consultent pas. Les malades que nous recevons à l'hôpital, ce n'est que 20%. Les 80% sont à la maison. Et ils ne viennent que quand il y a des complications. Je vous assure, ça nous fait très mal. Tu es médecin et que tu n'arrives pas à traiter un malade. Quand il faut seulement accompagner ce malade, ça fait très mal. Un malade qui te vient, par exemple, avec une maladie rénale chronique, tu n'as pas de produit pour traiter ces malades, tu es là en train de les regarder comment ou quand il va mourir. Ça fait très mal. Tout au début, on a commencé avec 70 femmes dans le groupe. Et à chaque fois qu'on faisait des exposés, il y avait des femmes qui intégraient le groupe. Massa, Oyebini, ils ont un docteur encore à ce à exposé. Expliquez-moi comment qui est bien. C'était parti d'une invitation, de lien du groupe. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1000 femmes dans le groupe Femmes et Santé. WhatsApp étant jaloux, il me dit que le groupe est saturé, il n'y a plus moyen d'intégrer d'autres femmes. On a eu à créer un deuxième groupe, le groupe Femmes et Santé 2. Là, nous sommes déjà à 78. Le premier groupe, nous sommes à 1025 femmes et le deuxième à 78 femmes. Le but pour nous, c'est de sensibiliser la femme. Nous voulons quitter le pourcentage de 20. Nous voulons que la femme puisse reconnaître les signes des maladies, consulter à temps. Quand tu consultes à temps, mieux on peut prendre en charge cette pathologie. Il y a des femmes qui souffrent. Elles ont des douleurs pendant les règles, des douleurs atroces. Parce qu'on a fait des règles un sujet tabou, on ne sait pas s'exprimer et cela ne nous a même pas permis. Nous, médecins, il y a des maladies liées aux règles qu'on a même oublié comment poser les diagnostics parce qu'on en parlait pas. Nous vous invitons à intégrer les groupes. Cette femme qui souffre, ça peut être toi, ça peut être ta soeur, ça peut être une amie. Le mieux à faire, c'est de partager cette information. On a un groupe Femmes et Santé. Je sais qu'il y a des membres du groupe Femmes et Santé dans cette salle. Le docteur Malem me fait des exposés gratuitement. Même quand nous invitons d'autres médecins pour faire des exposés, ils le font gratuitement.
on ne demande pas d'argent. Pour aller plus loin dans la sensibilisation, le fait d'exposer sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas sur WhatsApp. Comment les atteindre? C'est comme ça que nous avons créé une plateforme Femmes, Santé et Développement de la femme et l'enfant. Nous sommes en train de travailler pour sensibiliser la femme sur les maladies liées à la femme. On ne veut pas seulement se limiter à la santé. Parce que la femme qui n'a pas de moyens, elle ne sait pas consulter. Même si je reconnais le signe et que je n'ai pas de moyens pour consulter, ça sera compliqué. Nous voulons parler pas seulement de la santé, mais du développement de la femme. La femme peut travailler, la femme peut faire plusieurs activités au même moment. Je signale dans ces groupes, ça c'est pas seulement pour la femme, mais pour tout le monde. Le monde devient très compétitif et très sélectif. Auparavant, quand tu es diplômé, on te respecte. Mais pH acide. Les savants appellent H acide qui se rapproche du pH vaginal. Sur le marché, malheureusement, quand vous achetez les savons, il faudrait lire quand même sur les cartons, hein, si on a les produits que les femmes achètent là. Lisez un peu sur les cartons, si c'est écrit, des fois on marque acide, on met le pH là-dessus. Vous pouvez toujours lire. Il y en a sur certains savons que vous achetez sur le marché. On met les différents composants chimiques. Si vous pouvez bien regarder, on met quand même un peu pH à côté là. On met le pH à côté, vous pouvez regarder. Si c'est pH acide, vous pouvez acheter le savon. Mais il y a certains savons qui sont un pH basique. Bon, je ne fais pas la pub. Là, quand vous dites un pH basique, il ne faut pas acheter parce que là, ça détruit. Mais il faudrait faire attention au produit qu'on vend sur. Et lisez toujours sur les notices, c'est marqué. Je ne vais pas faire la pub que X, Y savon. Merci. Par rapport à l'hygiène excessive, quand vous nettoyez au moins plus de 5 fois le jour, soit intime, là, à tout moment, vous mettez les doigts pour laver votre vagin, avec l'eau, avec le savon, cette fleur-là n'arrive pas à bien se régénérer et ça va perturber, ne se régénère pas comme il faut. Ça risque de perturber votre vagin parce que le fait de trop le laver, vous faites partir tout ce qui est là. Parce que souvent, ce que j'allais épingler, il y a beaucoup de femmes, à une période, nous remarquons qu'il y a des sécrétions qui coulent là. Ça coule, des fois ça nous gêne. Mais comme le docteur a dit, ce ne sont pas des ça nous gêne deux fois. Ce sont ces bactéries-là, les bacilles d'ordinaire, qui sont en train de produire leur sécrétion. Ce n'est pas mauvais ces sécrétions-là. Ils sont en train de nettoyer le vagin. Et d'autres fois qu'elle voit ça, elle se dit, bon, l'anatomie sanitaire, je vois l'anatomie sanitaire, qu'elle regarde le slip, on parle en termes clairs, elle regarde le slip, elle voit des taches, c'est un peu taché là, pour elle, l'anatomie sanitaire, elle se lave. Elle se lave à tout moment. Or, les bactéries sont en train de faire juste le nettoyage et pour renouveler la cavité vaginale. Il ne faut pas laisser laver pour 5 fois parce que vous avez vu ça, non. Vous lavez le matin et le soir normalement. Laissez couler, ils sont en train de nettoyer, la peau se desquale et ça permet au vagin d'être renouvelé à tout moment et garder comme le docteur a dit quelque part, pour faire des rapports là, il va être toujours lubrifié. Et c'est ça le rôle de ces bactéries-là, ça protège, ça lubrifie, ça nourrit le vagin. Donc c'est comme vous allez au-delà de 3, 4, 5 fois le jour que vous faites partie de cette flore-là. Et quand il n'y a plus de flore bactérienne, il n'y a plus de bacilles, il y a les autres bacilles venant de l'extérieur là. Vous allez aux toilettes, tout ça, utiliser des bacilles, d'autres microbes qui entrent et peuvent maintenant s'implanter et créer des infections. Donc au maximum, au moins, il faut 2 fois se laver à l'eau simple. Et comme je dis, lisez un peu le savon, c'est pas faire la pub des savons. Ça c'est pour répondre au docteur. Les rapports sexuels peuvent perturber la flore vaginale, mais c'est juste de façon transitoire. Hein? C'est transitoire. Au cours des rapports sexuels, les spermatozoïdes,
s'écrit de fois un peu de base, que c'est un peu basique. Il s'écrit un peu de base, juste pour quelques temps, pour quelques minutes. Ce qu'on demande aux femmes, après les rapports sexuels, de fois, d'uriner ou de se nettoyer. Comme ça, ces bases-là partent. Et après, le vagin récupère la situation et sécrète. C'est juste transitoire, la perturbation, elle existe, mais il faut savoir pas tout au long de la journée. Par rapport les odeurs corporelles excessives sont dues à la dégradation chimique de la sueur. La sueur a aussi des bactéries, il y a beaucoup de composés chimiques à l'intérieur. Et quand une personne transpire de façon excessive, des fois c'est normal, c'est son corps, et cette dégradation chimique-là qui entraîne ces fortes odeurs-là. Mais juste comme remède, comme je l'ai dit, toujours se doucher, se laver à l'eau propre et au savon. Mais pour d'autres, quand ça perdure vraiment, là c'est le dermatologue qui entre en jeu. Quand ça perdure, le dermatologue peut associer à l'eau, au savon, il peut associer des crèmes à base d'antibiotiques qui peuvent bien agir sur cette transpiration-là. Je peux citer des crèmes à base d'antibiotiques comme la clindamycine ou l'érythromycine, mais le dermato est plus détaillé quand ça traite, parce que lui c'est sa spécialité, il va vraiment entrer en détail et donner le traitement. Il y a d'autres traitements, je dirais quoi, à base de plantes. On conseille des fois l'aloe vera pour se laver avec. Mais je crois que quand ça dérange, le dermato est plus outillé pour ça. Par rapport au matraquage sur le produit de bain intime par les firmes pharmaceutiques, les firmes cosmétiques, voilà. Ça, on ne sait pas trop. Là, il faut prendre langue avec eux d'abord. On ne va pas faire contre-pub sur eux. Il faudrait prendre langue avec eux. Ils expliquent tel produit a tel effet, tel produit. Parce que sinon, on commence à dire que du coup, passe à ce produit, on fait contre-pub pour susurrer, ça va nous porter préjudice. Là, il faut prendre l'ordre avec ces firmes d'abord. Meilleurs soins à l'hygiène du vagin par rapport à tous les produits qui sont sur le marché. Comme je l'ai dit, de l'eau simple et un savon, mais bien lire si ça pH acide. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de complications. Mettre le doigt à tout moment, matin, midi, soir, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Indirectement, oui. Vous savez, je vais prendre un exemple. Actuellement, nous assistons à une alimentation, je dirais, importée, moins naturelle, les congelés que les Indo-Pakistanais nous ont amenés. Vous avez constaté dans la société, il y a aussi un développement des jeunes filles, de nos enfants, un développement sans que ça soit constitutif, c'est-à-dire familial, mais un développement de fois un peu exagéré ou bien, je dirais, curieux. Comme je vous avais dit lors de mon exposé, à un certain âge, à un certain niveau de développement de l'organisme fait en sorte que le signal est donné rapidement à l'hypothalamus pour que tous ces mécanismes que je venais de vous expliquer soient déclenchés. Le développement rapide de ces enfants, lié bien évidemment à cette alimentation que je vais appeler moderne, shawarma, pizza, ketchup, ça peut faire en sorte que l'enfant puisse avoir les signaux tôt qu'est prévu. Donc, si nous voulons en fait développer les différentes théories, mener des études malheureusement dans notre pays, il y a moins d'études menées sur l'influence de l'alimentation sur les cycles menstruels, mais je te dirais qu'il y aura vraiment beaucoup de publications. Retenez que oui, l'alimentation peut être à la base du déclenchement précoce du cycle menstruel ou bien de la menstruation.
c'est possible. Quels sont les moyens mis en place par notre organisation pour prévenir les grossesses précoces chez les ados et jeunes? Très belle question. Je ne vais pas en fait voler la vedette ici. Nous sommes invités, si docteur Ornella le permet, que je puisse aussi s'atteler sur les différentes stratégies de notre organisation par votre autorisation. Ouais. Nous avons une application très intéressante que nous appelons Afiabora. Donc vous utilisez le smartphone, allez sur Google Play, tapez Afiabora. Vous pouvez vous enregistrer là-bas, c'est une application de télémédecine. Vous pouvez poser toutes les questions en rapport avec les différentes thématiques, entre autres la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, les violences basées sur les genres, les avortements, ce sont les IST-VIH bien évidemment, ce sont les différentes thématiques qui sont développées dans cette application. Ça c'est une grande stratégie numérique comme nous sommes durant le mois de la femme avec les thèmes qui a créé au numérique. Donc je profite aussi de cette occasion, de ces micros, pour faire la promotion de notre application de télémédecine. À part cette application de télémédecine, nous utilisons les médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias non traditionnels, les réseaux sociaux, les différentes chaînes de télévision et radio, pour donner l'information, sensibiliser les jeunes filles et les jeunes dames, les jeunes filles beaucoup plus, pour qu'elles ne puissent pas être victimes des grossesses précoces. Donc l'information, c'est notre stratégie, je dirais, magique pour prévenir les grossesses précoces dans les milieux des adolescents et jeunes. Ça, c'est une grande stratégie des ABFND. Il y a une question, on a demandé des facteurs qui peuvent influencer les cycles menstruels, positivement ou négativement les cycles menstruels. Bon, je vais beaucoup plus parler des facteurs négatifs. Donc, les facteurs positifs, en fait, si vous levez cette négation, ça devient positif. Ok? Les facteurs négatifs qui peuvent influencer les cycles menstruels, nous avons premièrement les infections chroniques, les infections à répétition. Ça va bouleverser ces mécanismes hormonaux que nous venons de voir tantôt. Nous avons les facteurs exogènes comme l'alimentation, que je viens d'expliquer tantôt. Ça peut influencer sur le cycle menstruel, c'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse voir son cycle menstruel commencer ou pas. Mais j'étais dans les facteurs négatifs dont nous avons cité les infections chroniques. Nous avons les maladies dégénératives ou les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Ça perturbe cet axe-là, ces fonctionnements hormonaux. À part ça, nous avons les stress. Actuellement, nous assistons dans notre société des phénomènes, je dirais, sociaux, tels que la conjoncture économique, ce qui fait que nous vivons dans un stress permanent. Les mamans en savent quelque chose. Vous êtes là avec plein de problèmes, vous arrivez dans le foyer, vous êtes des fois pas bien traité par votre conjoint, par votre mari. Ça vous met dans une situation, dans un environnement de stress permanent. Et conséquence, vous allez assister à une perturbation du cycle menstruel. Le stress est vraiment, je dirais, parmi les facteurs principaux de perturbation du cycle menstruel. Que ce soit les femmes qui sont dans le foyer, que ce soit les jeunes filles qui sont en dehors du foyer, qui ont des problèmes de mariage, qui ont des problèmes au niveau de l'université par rapport à leur compte, qui ont un problème d'emploi depuis qu'elle a fini ça fait plusieurs années,
qu'elle n'arrive pas à trouver d'emploi. Tout ça, ça met la jeune dame, la femme, dans un environnement de stress permanent et par conséquent, on assiste à une perturbation du cycle menstruel. Les facteurs positifs, tout ce qu'on a dit ici négatif, vous les transformer en positif. Ça va faire en sorte que le stress et ces facteurs-là ne puissent pas, comme c'est positif, ça ne va pas influencer, perturber, je dirais, le cycle menstruel. Donc, vous avez compris que pour traiter cela, il faut éviter les stress. Éviter les maladies chroniques, c'est compliqué parce que ce sont des maladies des fois héréditaires, c'est difficile de les éviter. Le docteur Cathy vient de parler de l'hygiène corporelle, faire en sorte que vous gardez votre corps propre pour éviter les infections. Vous allez voir que votre cycle menstruel ne sera pas perturbé. Le dentiste Raphaël a posé la question: quelles sont les dispositions prises pour augmenter la prévalence contraceptive? Les dispositifs pris par ABEF. Il faut dire que notre association, c'est une association privée, c'est une ONG. Les ONG viennent en appui au gouvernement. Donc, nous venons en appui au gouvernement congolais. Qu'est-ce que nous avons fait, ou bien qu'est-ce que nous faisons pour appuyer le gouvernement pour qu'il y ait augmentation, ou bien qui est, je dirais, changement de la prévalence contraceptive. À travers cette question, je vais aussi directement répondre au docteur qui avait posé la question en rapport avec les doutes qu'elle émettait par rapport à la prévalence contraceptive que j'ai à présenter. ABFND a mis en place, ou bien met en place des différentes stratégies pour augmenter la prévalence contraceptive. Parmi ces stratégies, nous organisons des campagnes d'offres et de services de planification familiale de masse. Ici à l'université de Kinshasa, nous travaillons avec une association qu'on appelle la Fondation Koulibaly. Nous organisons des campagnes d'offres et de services pour que les femmes, les jeunes dames viennent recevoir les différentes méthodes contraceptives. Ça, c'est une stratégie. Nous organisons des cliniques mobiles. Nous avons un camion, un hôpital mouvant qui circule à travers les différentes aires de santé ou bien les zones de santé pour offrir les méthodes contraceptives. Nous avons des équipes mobiles qui est composée des prestataires, des infirmiers, des médecins, des laboratoires qui se déplacent dans des coins où l'accès est compliqué, pas seulement ici à Kinshasa, mais dans des provinces aussi, parce que nous sommes installés dans 12 provinces dans le pays, où nous offrons les méthodes contraceptives. Par là, nous contribuons efficacement pour qu'il y ait augmentation de la prévalence contraceptive dans notre pays, c'est-à-dire le nombre de personnes qui adhèrent aux méthodes contraceptives. Ça sont nos différentes stratégies. À part ça, nous avons aussi des stratégies, nos cliniques propres, les autres. La planification familiale ne se calcule pas. On ne calcule pas la planification familiale. La planification familiale, c'est l'ensemble des informations, des méthodes, des techniques qu'un individu ou un couple peut adopter pour définir quand il faut avoir un enfant, combien d'enfants le couple peut avoir. Bien évidemment, pour son bien-être ou bien le bien-être du couple et le développement de la communauté ou bien du pays. C'est ça la planification familiale. On ne calcule pas. Ça, c'est la planification familiale. C'est l'ensemble des méthodes, des informations. Maintenant, s'il faut parler de la contraception, c'est là où interviennent maintenant les différentes méthodes que nous allons parler lors de notre prochaine séance. Ok? On ne calcule pas. Oui, je sais que les termes planification, c'est comme si vous voulez planifier. Hein. Les économistes sont là. Donc on parle de la planification. Ça sonne comme si on va prendre vraiment note en train de calculer la planification familiale. Ça ne se calcule pas. Les rapports sexuels peuvent influencer les cycles menstruels. Je dirais non.
Les rapports sexuels peuvent influencer les cycles menstruels comment influencer dans le sens où vous tombez enceinte après les rapports sexuels, oui, parce que dès que vous tombez enceinte, le cycle s'arrête. Il n'y aura pas de cycle menstruel jusqu'à ce que vous allez accoucher. Mais quand vous faites des rapports sexuels normalement, à l'âge, je dirais, requis, donc vers 18 ans, à l'âge de la maturité, ça n'influence pas les cycles menstruels. Mais les rapports sexuels peuvent influencer les rapports sexuels, les rapports sexuels, je dirais, intensifs. Si vous les commencez tôt, ok, c'est là où il y aura des influences, c'est-à-dire la précocité des rapports sexuels. Ça a des conséquences sur l'organisme de la femme. Ok. Comme je vous avais dit, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Donc, à partir de la médecine, à partir des différentes théories, on peut développer beaucoup d'autres théories. Beaucoup. Mais je dirais, si les rapports sexuels sont passés, normalement à l'âge requis, c'est-à-dire à la majorité, ça n'influence pas le cycle menstruel. Maintenant, on va commencer à penser à comment? À mettre certaines précisions, genre les rapports sexuels imposés dans un couple où la femme est maltraitée. Ah, là ça peut influencer. Vous comprenez? Là ça crée un état de stress et puis ça perturbe notre fonctionnement hormonal et ça perturbe. Mais un rapport sexuel normal dans un couple, ça ne perturbe pas. Il y a d'autres personnes qui diront même que ça fait épanouir la femme. Vous allez voir ça ailleurs, on dira que non. Une femme qui fait régulièrement des rapports sexuels est épanouie et console. Mais dans un contexte où la femme se trouve dans une situation de contrainte, les rapports sexuels peuvent influencer négativement le cycle menstruel. Oui. On me dira qu'on a c'est les rapports sexuels pendant les règles. Les rapports sexuels pendant les règles, d'abord, on vient de parler de l'hygiène corporelle ici. D'abord, c'est déconseillé, hein? C'est déconseillé. Je ne vais pas mettre des considérations de tout ce que vous connaissez comme IST et consorts. Nous restons dans une situation normale. Les règles ne sont pas une maladie comme on venait de le dire. Les sangs des règles ne sont pas infectés. Ce sont les sangs, je dirais, stériles, où il n'y a pas d'infection. D'accord? Si nous sommes dans cette situation, vous pouvez faire les rapports sexuels avec une femme pendant cette période menstruelle. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, en fait, aiment ça. Elles aiment faire les rapports sexuels pendant qu'elles voient ses règles. Il y a certains hommes aussi qui aiment. Mais sur le plan de l'hygiène, c'est vraiment un confort. C'est pas confortable de faire des rapports sexuels pendant les règles. Influencer les cycles, il n'y a pas de lien direct. Pas vraiment de lien direct. Vous pouvez le faire. Vous n'allez pas tomber enceinte parce que je viens de vous parler de périodes ovulatoires, préovulatoires. Pendant les règles, nous sommes pendant la phase préovulatoire. Donc ce n'est pas une période dangereuse ou bien une phase dangereuse. Mais pour raison de propriété, d'hygiène, de confort, c'est déconseillé de faire des rapports sexuels pendant que vous êtes dans la période menstruelle. Cas de figure, dans un cas d'irrégularité des règles, c'est possible. C'est possible. Ça, ce sont en fait deux situations qu'il faut se faire consulter. Chez un gynécologue, bien évidemment. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base. Il y a plusieurs causes. Il y a des infections chroniques, il y a l'endométriose. Docteur Bordela venait de parler de l'endométriose. Il y a des maladies chroniques, surtout l'hypertension. Ça crée un état de stress permanent dans l'organisme. Les diabétiques, les hypertoniens savent quelque chose. Donc, c'est possible d'avoir des règles chaque 3 mois, mais nous sommes dans une situation d'irrégularité du cycle menstruel. Il faut se faire consulter. Il faut d'abord utiliser votre cycle du cycle pour maîtriser votre cycle. À
à partir de ces folios, vous allez comprendre que j'ai un problème par rapport à mon cycle menstruel. Et puis là, il faut se consulter pour qu'on puisse faire des examens vraiment approfondis et déterminer la cause. C'est possible.